On commence avec la ministre déléguée à Bercy en charge des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Elle est en première ligne face au sujet de pouvoir d'achat et bien sûr de hausse des prix de l'énergie pour les entreprises. Bonjour Olivia Grégoire. Bonjour Adrien Jean. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. En effet, en cette journée particulière pour LCI, avec ce débat à 20h30 ce soir, le seul débat entre les trois candidats à la présidence des Républicains. On en parlera dans un instant. Mais d'abord, un sujet qui vous tient à cœur et qui est sur la table en ce moment, c'est celui du partage de la valeur. La question de savoir comment est-ce qu'entre actionnaires et salariés, on peut avoir une plus juste répartition. Une question de calendrier peut-être tout d'abord. Est-ce qu'il y a encore une possibilité pour que ce sujet aboutisse pour 2023, dans les semaines à venir, ou en réalité c'est un sujet de moyen et de long terme qui sera discuté en 2023? C'est un sujet structurel sur lequel, pour ma part, je travaille depuis 3, 4, 5 ans. On a fait beaucoup de choses déjà dans la loi Pacte il y a quelques années, vous vous en souvenez, en 2019, je ne rentre pas trop dans les détails, mais on a beaucoup simplifié en fait sur la participation et l'intéressement, notamment du côté des employeurs. Il faut faire encore plus et pas que, je dirais, dans la simplification. Peut-être faut-il réfléchir, compte tenu du décalage entre aujourd'hui la rémunération du capital et la rémunération du travail. On a, dans certains cas, et ça a fait l'objet de débats passionnants lors du projet de loi de finances, des super dividendes d'entreprises qui, principalement en raison de la conjoncture et de la crise, ont versé à leurs actionnaires des dividendes extrêmement importants. Mais il y a encore eu des amendements, pardon, je précise, bien pour sûr, les spectateurs ce week-end au Sénat qui ont été rejetés. Ça veut dire que le sujet, il est toujours à traiter. Le sujet, il est à traiter. Le sujet, je pense, en mon nom personnel, qu'il doit être traité. J'ai trouvé intéressant la prise de parole de la Première ministre sur ce sujet il y a quelques heures, sur le dividende salarié. Elle ne remettait pas en question le fondement de l'approche, mais elle disait à juste titre, et là-dessus j'adhère, qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Moi, je l'ai écrit en 2020, le dividende salarié. On est fin 2022. On a aujourd'hui une situation qui justifierait qu'on approfondisse. Et c'est pourquoi, plutôt que de confondre vitesse et précipitation en allant, si vous me permettez l'expression, fourrer un amendement dans le projet de loi de finances en deuxième lecture, nuitamment, comme les députés ne l'aiment pas et à juste titre, je pense qu'il est de bonne loi de réfléchir, et c'est ce que Stéphane Séjourné a annoncé. On va réfléchir au sein de Renaissance, le patron du parti Renaissance, pour faire des propositions très opérationnelles qu'on discutera avec les partenaires sociaux. C'est pareil, c'est pas des choses... À quel horizon vous dites pas... Ce sera l'objet de mais... l'année prochaine, je ne doute pas qu'on avance. Mais ça suppose aussi qu'on avance avec les partenaires sociaux et qu'on ne vienne pas interférer des négociations qui sont en cours. On discute jusqu'en janvier un sujet. Juste une précision. Exactement. Vous êtes, je le disais, en charge des PME. Oui. En dessous de 50 salariés, les règles ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait une obligation pour toutes les entreprises, y compris sous les 50 salariés? Comme je suis une femme qui aime la cohérence, je ne vous mentirai pas, je suis favorable à ce que la participation, notamment, soit plus facile à distribuer dans les PME. On a aujourd'hui des petites et moyennes entreprises qui ont beaucoup distribué de primes Macron, ce qui est un signal intéressant. 730 000 salariés pour une prime de plus de 700 €, majoritairement des PME. Ce qui veut bien dire que les dirigeants de PME se servent de ces outils quand ils en ont la possibilité pour pouvoir mieux rémunérer les salariés. Je ne crois pas du tout qu'il faille la même approche et donc le même rythme, la même cadence sur les très grandes entreprises dont je vous parlais il y a 2 minutes, qui ont fait des bénéfices exceptionnels, on va dire, et le quotidien de nos PME dont on va parler, dont les marges sont réduites, dont les négociations commerciales sont difficiles et qui aujourd'hui s'apprêtent à vivre en pleine figure la crise de l'inflation l'année prochaine. Donc je pense que les PME, c'est pas le même rythme que les grandes entreprises, mais dans l'absolu, oui au partage de la valeur. Alors justement, vous y faites allusion, il y a une hausse des prix de l'énergie. Oui. Depuis samedi est ouvert un guichet par le gouvernement pour les factures de septembre et octobre, à 2 conditions: que la hausse des prix de l'énergie subie soit d'au moins 50% sur un an et que la facture d'énergie représente au moins 3% du chiffre d'affaires. Quand on remplit ces critères, on a droit à combien? Est-ce que le gouvernement prend en charge toute la hausse subie par l'entreprise? Le gouvernement prend en charge une partie de la hausse. Ça dépend en réalité de votre exposition à la crise énergétique. Ça ne dépend pas, contrairement aux autres crises. C'est en ça que c'est inédit et que c'est parfois difficile à Bercy. Il faut le comprendre aussi. C'est que contrairement, par exemple, au Covid, même si je ne compare pas ce qui n'est pas comparable, vous n'avez pas ici, en fait, de raisonnement sur les entreprises de moins de 10 salariés, les entreprises de moins de 50 salariés. Ce ne sont pas les mêmes cases que d'habitude. La case, aujourd'hui, c'est... Je dirais, peu importe votre nombre de salariés ou votre chiffre d'affaires, quel est votre degré d'exposition
à la hausse de l'énergie. Mais la CPME vous dit si ce n'est pas 100% de la hausse, il y a quand même des entreprises qui aujourd'hui sont en danger de mort. Alors, de toute façon, de tout temps, il y a des entreprises en danger. C'est l'histoire de la vie économique. Les défaillances font partie de la vie économique. Il ne faut pas paniquer. On a aujourd'hui 38 000 défaillances. On était à 54 000 en 2019. Donc on est très en deçà encore. Mais ça n'est pas anormal, et la CPME le sait bien, qu'à la suite de la période du Covid où on a été un peu congelé, le rythme économique reprenant, certaines entreprises qui ont été aidées ne passent pas le cap. Donc ils doivent accepter ces faillites. Non, mais ils le savent aussi bien que moi. Ce sont des entrepreneurs du quotidien. Et ils savent très bien qu'il y a des entreprises... plus d'entreprises se créent tous les jours que d'entreprises se meurent. C'est ça qui compte. Moi, j'ai envie de dire aux syndicats, et notamment à la CPME, qui a été avec nous. C'est important de dire qu'en termes de méthode, nous n'avons pas décidé dans un coin d'un bureau de Bercy avec Bruno Le Maire pour leur dire ensuite, voilà les aides. On a décidé ensemble. On leur a dit, il y a 3 semaines, un mois, il y a 2 options à peu près qu'on peut travailler. Est-ce que vous préférez la première? Est-ce que vous préférez la deuxième? C'est la deuxième qui a été choisie. Que ce soit le plus large. C'est l'amortisseur. Et donc, on a même été, j'ai à cœur de le dire ce matin, dans le détail, le diable est dans le détail, dans la politique aussi, pour vérifier que le questionnaire mis en ligne soit facile. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez aujourd'hui besoin, en vous connectant sur le site impôts.gouv.fr, de votre facture d'énergie, de votre RIB et d'une déclaration sur l'honneur attestant la véracité des informations. Ça, c'était pas le cas avant. Les déclarations sur l'honneur, j'ai beaucoup poussé pour qu'il y en ait, et Bruno Le Maire a accepté pour qu'on fasse confiance aux entrepreneurs et que ce ne soit pas une usine à gaz. Et donc, ces simplifications ont été faites avec la CPME, avec l'UDP, avec le MEDEF. Là, je le disais, c'est sur les factures de septembre-octobre. Il y aura la même chose pour novembre-décembre. Et à partir du 1er janvier, qu'est-ce qui se passe? On continue pareil? Non, à partir du 1er janvier, c'est l'amortisseur électricité qui a été choisi et validé avec les syndicats qui, pour toutes les entreprises, de toute façon, sera intéressant puisqu'elles n'auront rien à faire. C'est quand même le plus facile pour elles, c'est qu'elles n'aient rien à faire. Il n'y aura pas de démarches à faire, contrairement à jusqu'à fin décembre, sur leur propre facture d'énergie, dans ce qu'on appelle un couloir de prix. Mais c'est assez simple et vos auditeurs vont comprendre, c'est-à-dire entre 325 € le mégawattheure et 800 € le mégawattheure, l'État va prendre la moitié de la dépense d'énergie. Mais ça va coûter combien à l'État? Ça va coûter à l'État 10 milliards d'euros. C'est une enveloppe de 10 milliards d'euros que nous mettons sur la table aujourd'hui, qui est loin de représenter tout ce que nous faisons pour les entreprises. Et j'ai à cœur de partager le fait que ce qu'on fait pour les entreprises 2021, 22, 23 représente 32 milliards d'euros, juste les entreprises. Sauf qu'elles vous disent, vous faites beaucoup plus pour les ménages, on est un peu laissé de côté par rapport aux ménages, vous avez fait le choix des ménages. Alors, gouverner, c'est souvent choisir, c'est aussi prévoir. On a fait des choix importants qui consistent à soutenir la demande. 100 milliards d'euros le bouclier tarifaire pour protéger les Français 2021, 22, 23. Je vais vous dire quelque chose d'assez simple. Oui, on a fait un choix. On a fait le choix que les gens continuent à aller au restaurant. On a fait le choix, et on va en parler, que les gens continuent à réserver leurs vacances pour Noël. On a fait le choix que les gens continuent à faire leurs courses le week-end. C'est bien joli d'avoir des magasins remplis, mais si vous n'avez personne pour acheter, on aurait eu un autre type de problème, et je ne doute pas que les syndicats s'en seraient plaints aussi. Donc nous avons fait 126 milliards d'euros pour les ménages, 32 milliards pour les entreprises. Je sais qu'on a vécu des périodes qui font que les milliards, on dirait presque des euros désormais. Enfin, 10 milliards d'euros, ça n'est pas anodin. Et je ne doute pas que les oppositions qui se plaignent notamment de la disparition de l'ISF depuis quelques années comme un leitmotiv, n'oublieront pas de signaler que ça représente plus de 3 fois l'ISF. On remarque, Olivier Grégoire, que les chiffres que vous annoncez sont certes conséquents, mais les Allemands, c'est un plan de 200 milliards, bien les sûr. Américains, un plan de 370 milliards. Comparons le comparable. On prend l'Allemagne. Un tout petit point, Olivier Grégoire, pour que nos téléspectateurs aient toutes les infos. Ce soir, Bruno Le Maire dîne avec son homologue allemand. Ce soir, le président de la République reçoit à dîner à l'Élysée les 49 plus grandes entreprises européennes pour leur dire « restez chez nous, investissez chez nous ». Il y a quand même une crainte du gouvernement, Olivier Grégoire, que nos entreprises délocalisent une partie de leur production ailleurs, là où les prix de l'énergie sont plus favorables. Alors, vous avez totalement raison, Adrien Gindre, et c'est une crainte depuis 2017. Et plutôt que d'avoir peur ou de craindre, la peur n'évitant toujours pas le danger, on agit. 100 milliards d'euros le plan de relance, la réindustrialisation, à nouveau des emplois industriels, des usines qui se créent. Donc, je dirais la crainte, non, l'appréhension non plus. La détermination à faire en sorte que ça n'arrive pas et qu'on réindustrialise notre pays, supprimer des impôts de production à hauteur de 8 milliards d'euros, ce sont des gestes majeurs pour les industriels. Donc, mais on a les moyens de faire autant que les Allemands et les Américains. Alors je vais vous dire, je reste sur l'Allemagne pour comparer notre voisin. Au moment où on se parle,
tout le monde me parle des 200 milliards allemands. On ne sait pas, et vous le savez très bien, comment ils vont être dispatchés, ventilés. Est-ce que ça va être pour les ménages, pour les entreprises? Moi, je préfère... on ne lâche pas la proie pour l'ombre. Vous avez aujourd'hui 200 milliards dont on parle, et vous avez 126 milliards et 32 milliards pour les entreprises qui sont déjà injectés chez nous. Moi, je préfère ce qui est déjà injecté chez nous. On va voir ce que font les Allemands, chacun sa stratégie. Mais pendant qu'on se parle là, nous, nos ménages, à la fin du mois, c'est plus 4% sur leur facture d'énergie. Les ménages allemands, pendant qu'on parle, c'est plus 120% sur leur facture d'énergie. Donc, chacun a sa stratégie, on n'a pas à rougir de la nôtre. Le fait est qu'il y a déjà aujourd'hui, il y a l'exemple de l'entreprise Safran, c'est un exemple parmi d'autres, qui a déjà dit, on met en pause un projet, qui était un projet pour un nouveau site à Fézin, dans le Rhône, pour des disques de frein carbone, en pause pour 18 à 24 mois, le temps d'y voir plus clair sur les prix de l'énergie. Et ils vont probablement utiliser une partie de leurs usines aux États-Unis ou en Malaisie pendant ce temps-là. Quel levier vous avez contre ça? Parce que là, vous dites la peur n'évite pas le danger, mais là, c'est bien la peur qui fait qu'ils se mettent en pause en France. Alors, déjà, on est plusieurs et je ne voudrais pas prendre la mission de mon ami Roland Lescure qui se bat jour et nuit sur l'industrie. On est là sur des entreprises de plus grande taille, ça ne vous a pas échappé. Donc, on a 2 autres dispositifs d'accompagnement qui vont jusqu'à 50 et 100 millions d'euros. C'est pareil, on a doublé les montants. Tout ça n'est pas anodin pour faire en sorte qu'on puisse les accompagner. Après, vous me parlez de Safran. Moi, je peux vous parler, par exemple, de Etex, où j'étais dans l'Oise il y a quelques jours encore. Un investissement de 14 millions d'euros qui a été soutenu pour partie par le plan de relance, qui va permettre à cette entreprise de produire 15% de plus de plâtre, tout en consommant 20 à 30% d'énergie en moins. Et donc, ils vont embaucher et produire plus. Donc, il y a des entreprises qui font ces choix-là. Il y en a d'autres dont je viens de vous parler qui aujourd'hui investissent en attendant. Mais vous n'êtes pas inquiète sur nos perspectives? La croissance à 1% l'année prochaine, le déficit à 5%, tout ça, ça tient. Vous savez, comme moi, pour faire beaucoup d'interviews économiques, que la confiance est un actif économique. Ma mission en tant que ministre, ça n'est pas d'avoir des états d'âme. Ma mission en tant que ministre, c'est de tout faire pour entendre ce que nous disent les entrepreneurs, entendre la réalité des choses, faire des cas-types, mouliner ces aides pour voir ce que ça leur apporte et avoir la lucidité de dire ça suffit pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Voilà, moi je suis pas dans l'émotion, j'essaye d'être dans l'action et je crois que c'est ma mission. Le gouvernement travaille aussi, et votre collègue du travail, Olivier Dussopt, va le présenter aujourd'hui aux organisations syndicales et patronales, les futures règles de l'indemnisation chômage. Si la réforme entrait en vigueur aujourd'hui, est-ce que vous diriez on est dans une bonne conjoncture, donc on va indemniser moins longtemps, ou on est dans une mauvaise conjoncture, donc on indemnise plus longtemps? Je vous dirais que c'est une réponse, enfin une question très intéressante et je ne doute pas qu'Olivier Dussopt y réponde. Si je vous parle aujourd'hui de la conjoncture à l'aune des chiffres et pas des prédications et du marc de café, je pense que nous sommes plutôt dans une conjoncture qui résiste. Elle n'est pas facile, elle est préoccupante, mais les entreprises françaises et l'économie française résistent. Je vous donne un exemple, plus 2,3% d'investissement des entreprises au 3e trimestre de l'année. La croissance qui n'est pas négative, qui n'est pas à zéro. Donc on a aujourd'hui une économie qui résiste plutôt. On a en revanche une réalité, c'est qu'on a un risque extrêmement fort qui peut être, qu'on appelle systémique, sur ces pénuries de main-d'œuvre. Moi j'ai en charge les PME, vous le disiez, le tourisme. Il y a beaucoup d'hôtels, de cafés, de restauration. Aujourd'hui vous avez 200 000 personnes qui manquent sur ces métiers-là. Alors d'aucuns sur les plateaux ou au Parlement font des effets de manche, En attendant, moi, je veux des entrepreneurs et des cafetiers, des restaurateurs qui, tous les jours, me disent « Madame Grégoire, l'énergie, c'est compliqué, mais le vrai problème, c'est que je suis obligé de fermer le jeudi ou le vendredi parce que j'ai pas de serveur ou j'ai pas de cuisine. » Et ces entreprises-là, elles vont être concernées par le projet de loi immigration pour des titres de séjour pour les métiers en tension ? Tout à fait. On travaille en ce moment avec les équipes de Gérald Darmanin, avec Olivier Dussopt et surtout avec les principaux concernés dans les semaines qui viennent pour voir, parmi tous ces métiers que je viens de vous citer, lesquels sont effectivement sous tension. Ceux que je viens de citer, hôtellerie, café, restauration, sont véritablement sous tension. Et donc on va faire venir des personnes de l'étranger pour pouvoir les postes ? Non, on va déjà voir le nombre de personnes d'origine étrangère qui travaillent sur le sol français dans des situations, on va dire, plus ou moins irrégulières et que nous devrions pouvoir embarquer avec des titres de séjour métiers sous tension pour éviter qu'ils ne se retrouvent dans l'irrégularité. Mais vous savez, j'écoute beaucoup... notamment l'extrême droite au Parlement. Certains poussent des cris d'orfraie à l'idée de ces mesures-là. Mais encore une fois, la politique, c'est de la lucidité et du pragmatisme. Mais ils vous disent, on a des Français au chômage aujourd'hui en France, c'est encore 7,3% de chômage. Mais on agit sur les deux leviers. Ils vous disent, utilisons ces Français-là qui sont disponibles. Eh bien, ça ne vous interpelle pas de se dire, on fait venir une main-d'œuvre étrangère pour des postes parce qu'on fait les deux. Où on a des Français au chômage ? Non, parce qu'on fait les deux et que je me méfie des caricatures.
qui sont très faciles. On va régulariser des gens qui sont pas des centaines de milliers de personnes, qui sont déjà en poste dans le bâtiment, dans la restauration, dans l'hôtellerie, sur des postes qui sont vacants. Ça dérange sûrement l'extrême droite, mais vacants, ça veut dire qu'aucun Français ne veut venir y bosser. Mais peut-être c'est une question de salaire ou de conditions de travail. Pas que. L'hôtellerie et la restauration a augmenté de 16% ses salaires. Ça n'a pas résolu l'entièreté de la crise. Donc il y a aussi des métiers, des jobs, et on peut se mettre les petits doigts comme ça pour pas regarder, mais que les Français n'ont pas envie de faire. Il y a aujourd'hui des personnes qui sont en situation irrégulière, qu'on va essayer de consolider sur ces métiers-là pour éviter de fermer des entreprises. Et en parallèle, on va durcir, et Olivier Dussopt, vous l'avez dit, va annoncer les règles relatives à l'indemnisation chômage et faire en sorte que, non pas sur les montants, ça c'est très important d'indemnisation, mais sur la durée, on puisse encourager les gens plus vite à reprendre du boulot quand ça va bien. Vu ce qu'on vient de se dire, les métiers en tension, les établissements qui ferment, etc., vous êtes aussi en charge du tourisme. En termes de bilan et perspective, comment ça se passe? La Toussaint qui est passée, Noël qui va venir, est-ce que là, la conjoncture est bonne? La conjoncture est soutenue. On a un peu plus d'un quart des Françaises, qui est la moyenne, qui est partie en vacances à la Toussaint. On a, en perspective de Noël, 55% des Français qui envisagent de partir à Noël. C'est le chiffre moyen que nous avions en 2019, avant le Covid. Et pour vous donner un chiffre tout frais, au 10 novembre, on a plus 7% de réservations ou de fréquentation annoncées sur les vacances de Noël. Donc le secteur du tourisme résiste, les acteurs résistent, même si eux aussi, il manque beaucoup de main-d'œuvre. Et qu'ils attendent des politiques, non pas des gesticulations, des partis pris moralistes, mais des solutions avec de la main-d'œuvre étrangère et avec des chômeurs qu'on ramène vers ces métiers en tension, ce qu'on fait déjà depuis 1 an et demi avec Olivier Dussopt. Un petit mot justement sur la capacité à se déplacer. Le gouvernement a une remise à la pompe qui a été diminuée, qui va s'éteindre à la fin de l'année. La Première ministre a dit qu'on allait concentrer cette aide à partir du 1er janvier 2023 sur certaines populations. Elle dit la moitié des ménages va en bénéficier. Est-ce que vous savez déjà dans quel montant et selon quels critères ? Je ne sais pas encore. Je sais en revanche que ce dispositif dit gros rouleur, que les équipes du ministre des Comptes publics sont en train d'affiner. Là aussi, c'est facile d'en parler, pas forcément facile à mettre en œuvre. Concernera à la fois ceux qui sont le plus exposés en matière de distance, j'imagine, et comme d'habitude avec notre gouvernement, aussi les plus fragiles et les plus exposés à la hausse des prix. C'est dans un peu plus d'un mois. Les annonces, c'est pour quand ? Oh bah ça, il faut demander pour le coup à la Première ministre, dont je ne déflorerai pas les annonces, ça vous échappera pas, mais je doute pas qu'au fin décembre, 1er janvier, on sera prêt et disposé à présenter le dispositif. Alors je le disais tout à l'heure en introduction, ce soir il y a un débat sur LCI à 20h30 entre les candidats à la présidence des Républicains. Ce sera le seul débat entre Éric Ciotti, Aurélien Pradié et Bruno Retailleau. Il y a aussi un enjeu pour vous. Il y a quelques jours, le chef de l'État parlait encore d'une alliance avec les Républicains. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité, cette alliance ? Moi, ce que je vois, c'est que sur un certain nombre de textes, de façon encore une fois très pragmatique, un certain nombre de LR, je ne mets pas tous les LR dans le même panier, puisqu'il y a 50 nuances de LR, ils ne sont pas vraiment dans le même panier, à voir les LR du Sénat, les LR de l'Assemblée. Il y a beaucoup de diversité, pour être aimable. Et donc, je vois, jusqu'à la semaine dernière, avec la loi LOPMI du ministre de l'Intérieur, la loi de programmation du ministère de l'Intérieur. Les LR votent plutôt les propositions qui sont faites par le gouvernement. Donc, si ça permet de faire avancer une majorité de projets dans les prochains mois, moi j'y suis favorable. Mais quand vous dites majorité de projets, vous pensez qu'un contrat de gouvernement dans la mandature en cours, ça reste possible une fois que leur élection interne sera passée? Voilà. Le préalable, vous venez de le dire. Là, il y a pas mal, et on va voir ce soir la qualité des débats sur votre chaîne. Merci de l'organiser, parce que c'est important pour la vie politique. Il y a beaucoup de coups de menton, de propositions et tout, dont je ne suis pas sûr qu'elles seront exactement les mêmes quand l'élection interne sera passée. Il faut voir en tout début d'année prochaine, une fois qu'ils ont un nouveau leader, que les sujets et donc les orientations et les sensibilités ont été tranchés. Ce qu'il est possible de faire, je ne m'avancerai pas en amont, parce qu'on a des personnalités très différentes, aux programmes très différents, et donc aux impacts différents. Ce sera plus facile de travailler avec l'un ou avec l'autre, entre Éric Ciotti, Aurélien Pradié, Bruno Retailleau. Par exemple, vous le disiez, les sénateurs ne se comportent pas toujours de la même manière. Bruno Retailleau, au Sénat, ces sénateurs viennent de voter la loi sur les énergies renouvelables, là où les députés républicains disent hors de question. Je ne sais pas, parce qu'encore une fois, je me méfie pas mal des apparences pendant les débats. Ce qui m'importe, c'est le réel, le programme, une fois que la personnalité sera détachée. Peu importe le leader, il nous faudra avancer et faire avancer le pays. Donc je vous dirais que c'est peu importe l'atterrissage, ce qui nous importe à nous, dans la majorité, au sein du gouvernement, c'est de continuer à légiférer, à faire avancer le pays. Donc
On verra. Vous-même, vous avez travaillé avec des personnalités de droite, Jean-Pierre Raffarin, Xavier Bertrand. Je sais pas, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes une femme de droite? Moi, je suis plutôt une macroniste et je suis plutôt une libérale, mais après, je ne le vis pas comme un défaut. Je viens plutôt, vous citiez Jean-Pierre Raffarin, on en parle souvent avec cet ancien Premier ministre que j'aime beaucoup. Je suis plutôt une libérale, sociale, mais libérale. Et donc le libéralisme, en France, est plutôt situé à droite, mais il y a aussi des libéraux de gauche. Mais est-ce que vous considérez que votre droite, alors libérale, elle est irréconciliable avec ces droites-là? Éric Ciotti, par exemple, il dit pour 2027, il faudrait Laurent Wauquiez candidat. On le sait, Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. Il l'a fait ces 2 mandats, c'est la règle. Est-ce que vous vous sentez irréconciliable avec Laurent Wauquiez? C'est une question complexe, un lundi matin. C'est une question, et d'ailleurs ça doit se voir à l'antenne, d'ailleurs que je ne me suis jamais posée, c'est dire l'ampleur de la difficile réconciliation. Moi, j'ai jamais été de cette droite de Laurent Wauquiez. Encore une fois, je viens plutôt d'une droite qui avait d'ailleurs quitté les états-majors de droite. Les plus jeunes ne les connaissent pas, mais il s'appelait Alain Madelin, c'était démocratie libérale. C'est pas vraiment le RPR de l'époque. Donc vous voyez, je viens plutôt d'une droite libérale qui n'est pas dans les appareils qui sont décrits aujourd'hui. On verra, je pense, je vais vous dire, Adrien Gindre, j'ai peu d'expérience politique. J'ai été élu en 2017, ministre en 2020, ça fait 2 ans et demi. Et je vous le disais juste avant, il s'est passé tellement de choses en 2 ans et demi. Entre le Covid qu'on n'avait pas pu prévoir, cette crise énergie, l'inflation. Vous savez, gouverner aujourd'hui, c'est aussi bien sûr donner de la perspective, mais c'est gérer au quotidien beaucoup de problèmes pour des clientèles très différentes qui sont très exposées. Ça prend 200% de ta journée, de la mienne, nuit comprise, week-end compris. Toutes ces questions fortes, intéressantes. Et je sais que vous continuerez à me les poser. Je vous en remercie, mais j'y répondrai le moment voulu. On n'est qu'en 2022. Eh bien, merci d'avoir été là ce matin, en ce 21 novembre 2022. Merci. On ne manquera pas effectivement d'en reparler pour la suite et on en parle.